La France est un pays dont l'histoire politique est marquée par l'instabilité, les révolutions, les régimes qui se succèdent et les réformes profondes. Pourtant, depuis plus de 60 ans, un système particulier s'est imposé, façonnant la vie politique et institutionnelle, la Ve République. Mais qu'a-t-elle de si particulier ? Pourquoi cette République, née en 1958 dans un contexte de crise, a-t-elle réussi à perdurer là où les précédentes avaient échoué ? Et en quoi son fonctionnement est-il considéré comme unique, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier ? Pour comprendre cela, il faut remonter un peu dans l'histoire de la France. Avant la Ve République, le pays a connu 4 républiques successives, chacune avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. La Première République, née en 1792, au lendemain de la Révolution française, a posé les bases de la souveraineté populaire et de l'égalité devant la loi, mais elle a été rapidement marquée par la terreur et les instabilités politiques. La Deuxième République, proclamée en 1848, a introduit le suffrage universel masculin, mais n'a duré que 4 ans avant de céder la place au Second Empire de Napoléon III. La Troisième République, quant à elle, fut la plus longue avant 1958. De 1870 à 1940, elle a incarné la stabilité démocratique, mais au prix de gouvernements extrêmement fragiles et changeants, souvent incapables de prendre des décisions rapides en temps de crise. Enfin, la Quatrième République, née en 1946 après la Seconde Guerre mondiale, a souffert de problèmes similaires, une instabilité ministérielle chronique, plus de 20 gouvernements en 12 ans, et une incapacité à gérer les grands défis, notamment la guerre d'Algérie. C'est dans ce contexte qu'intervient la naissance de la Ve République. En 1958, la France traverse une période critique. La guerre d'Algérie divise profondément le pays, les institutions de la Quatrième République montrent leurs limites et la crise politique menace de dégénérer en guerre civile. Face à ce chaos, une figure se détache, le général Charles de Gaulle. Héros de la Seconde Guerre mondiale, chef de la France libre, il apparaît comme l'homme providentiel capable de rétablir l'ordre et de réformer les institutions. De Gaulle accepte de revenir au pouvoir, mais à une condition, transformer radicalement le système politique. La Constitution de 1958 est donc rédigée et elle donne naissance à la Ve République. Dès son origine, ce régime se distingue par un équilibre particulier entre 2 formes de gouvernement, le parlementarisme et le présidentialisme. Contrairement à la Quatrième République, où le Parlement dominait tout, la nouvelle Constitution confère au président de la République un rôle central et inédit. Il devient non seulement le garant des institutions, mais aussi une véritable figure de l'exécutif, dotée de pouvoirs importants, notamment en matière de défense, de politique étrangère et de dissolution de l'Assemblée nationale. À travers ce choix, la Ve République introduit un modèle hybride, ni tout à fait un régime présidentiel à l'américaine, ni totalement un régime parlementaire classique comme au Royaume-Uni. C'est précisément cette originalité qui la rend unique et fascinante à étudier. Un autre aspect frappant de la Ve République est sa longévité. En plus de 60 ans, elle a vu défiler 8 présidents. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Chacun a marqué l'histoire de sa manière et chacun a su s'adapter aux évolutions de la société et aux défis de son temps. La Constitution de 1958, bien qu'ayant été modifiée à plusieurs reprises, reste le socle qui structure la vie politique française. Et c'est une rareté en France où les constitutions avaient jusque-là tendance à ne pas durer. Mais au-delà de sa durée, c'est aussi sa capacité d'adaptation qui fait la force de ce régime. Depuis 1958, la Constitution a été révisée plus de 20 fois pour répondre aux évolutions sociales, politiques et économiques. La plus marquante fut sans doute celle de 1962, qui introduisit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette réforme, voulue par De Gaulle, renforça considérablement la légitimité du président et transforma définitivement la vie politique française. À partir de ce moment, l'élection présidentielle devint l'événement majeur de la vie politique, celui qui concentre toutes les attentions et qui structure les débats. L'introduction du quinquennat en 2000 est un autre exemple de cette capacité d'adaptation. En réduisant la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, cette réforme a rapproché le calendrier présidentiel du rythme politique de la société moderne, tout en réduisant les risques de cohabitation. Ainsi, la Ve République n'est pas un système figé, mais une organisation vivante, capable de se transformer pour rester en phase avec son époque. Un autre élément qui la rend unique est son rôle dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. Alors que de nombreux pays européens ont adopté des régimes parlementaires, où le chef de l'État a un rôle essentiellement symbolique, la France a choisi de conserver un président puissant, élu directement par le peuple et investi d'une mission essentielle, incarner l'unité nationale.
Ce choix confère au président français un poids considérable sur la scène internationale. À travers ses présidents successifs, la France a pu se distinguer comme une puissance diplomatique, capable de jouer un rôle d'arbitre dans de nombreuses crises internationales. De Gaulle lui-même l'avait voulu ainsi, en dotant la France d'une voix singulière dans le concert des nations. Mais cette concentration de pouvoir entre les mains du président suscite également des débats. Certains y voient une garantie de stabilité et d'efficacité, tandis que d'autres critiquent une tendance à la personnalisation excessive du pouvoir. On parle souvent d'une monarchie républicaine, pour souligner le contraste entre l'ampleur des prérogatives présidentielles et l'idéal démocratique de partage du pouvoir. Mais c'est précisément cette tension entre efficacité et démocratie, entre autorité et liberté, qui nourrit la réflexion autour de la Ve République et qui en fait un sujet d'étude passionnant. Ainsi, l'introduction à la Ve République ne peut se limiter à une simple présentation institutionnelle. Il s'agit avant tout de comprendre un modèle politique original, fruit d'une histoire mouvementée et d'un besoin urgent de stabilité. Un modèle qui a su traverser les décennies, s'adapter aux bouleversements et s'imposer comme une référence dans le monde. Dans les chapitres qui suivront, nous explorerons en détail son origine, son fonctionnement, ses évolutions et ses défis. Mais retenons dès maintenant une chose, la Ve République est bien plus qu'un cadre institutionnel. C'est l'expression d'un équilibre fragile mais durable entre héritage du passé et exigence du présent. C'est cette singularité qui explique son succès. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, étape par étape, à travers ce voyage dans l'histoire politique contemporaine de la France. L'histoire de la Ve République commence au cœur d'une France troublée. Nous sommes en 1958 et le pays traverse une des crises les plus graves de son histoire contemporaine. La 4e République, née en 1946 après la Seconde Guerre mondiale, a montré toutes ses limites. Gouvernement instable, incapacité à résoudre les conflits coloniaux et une société divisée. La guerre d'Algérie, commencée en 1954, est le point culminant de cette instabilité. Les événements s'enchaînent, insurrection, pression militaire et une population française profondément divisée entre partisans de l'Algérie française et partisans de l'indépendance. Le gouvernement vacille, incapable de trouver une solution consensuelle. La peur d'un effondrement de l'État se fait ressentir dans chaque foyer français. C'est dans ce contexte que Charles de Gaulle, figure emblématique de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, est rappelé au pouvoir. Sa réputation d'homme d'État capable de résoudre les crises est sans égale. Mais de Gaulle ne revient pas seulement pour diriger un gouvernement temporaire, il propose un projet radical de transformation institutionnelle. Il estime que la France a besoin d'un régime plus stable, capable de prendre des décisions efficaces tout en conservant les principes démocratiques. Le processus de création de la Ve République est donc intimement lié à la crise algérienne et à l'instabilité chronique des gouvernements précédents. Les élites politiques et la population comprennent rapidement que des changements profonds sont nécessaires. De Gaulle devient le symbole de ce renouveau et sa vision d'un exécutif fort commence à prendre forme. L'idée est simple mais révolutionnaire, conférer au président de la République un rôle central tout en maintenant un équilibre avec le Parlement. L'un des éléments clés de cette réforme est la rédaction d'une nouvelle constitution, adoptée par référendum en septembre 1958. Cette constitution marque un tournant historique. Elle établit un régime semi-présidentiel où le président dispose de pouvoirs étendus, nomination du Premier ministre, possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, prérogatives en matière de défense et de politique étrangère. En parallèle, le gouvernement et le Parlement conservent un rôle actif, garantissant un équilibre nécessaire entre différents acteurs politiques. La naissance de la Ve République ne peut être comprise sans analyser le contexte social et politique de l'époque. Les Français étaient fatigués par les conflits, les changements fréquents de gouvernement et l'incertitude économique. Ils souhaitaient un régime capable de garantir la stabilité tout en préservant la démocratie. C'est cette demande populaire qui a légitimé la nouvelle constitution et renforcé la position de Gaulle. Charles de Gaulle devient ainsi le premier président de la Ve République. Son rôle dépasse largement la simple fonction politique, il incarne l'unité nationale et la continuité de l'État. Il impose un style présidentiel fort, marquant durablement la perception du pouvoir exécutif en France. Dès le départ, son objectif est clair, construire un régime capable de durer, d'assurer la stabilité et de s'adapter aux crises futures. La réforme constitutionnelle de 1958 comporte plusieurs innovations majeures. Parmi elles, le vote de confiance. Le gouvernement doit obtenir l'appui du Parlement pour gouverner. Mais le président peut dissoudre l'Assemblée nationale pour reprendre la main politique en cas de blocage. Cette innovation permet de créer un équilibre subtil entre exécutif et législatif,
tout en renforçant la stabilité du régime. Un autre aspect essentiel est la prérogative du président en matière de politique étrangère et de défense. La Ve République consacre l'idée que le président est le garant de l'indépendance nationale et de la continuité de l'État. Ce choix a des conséquences durables, notamment dans la manière dont la France s'engage sur la scène internationale et dans sa posture stratégique vis-à-vis des conflits mondiaux. Mais la naissance de la Ve République ne se limite pas à un cadre institutionnel. Elle reflète également un changement culturel et symbolique dans la politique française. Le président devient un acteur central, visible et influent, capable de mobiliser la nation et de représenter la France dans le monde. Cette concentration du pouvoir exécutif, associée à un équilibre avec le Parlement, constitue la spécificité du système et explique en partie sa longévité. À travers la création de la Ve République, la France a réussi à transformer ces crises en opportunités. La guerre d'Algérie, l'instabilité politique et les tensions sociales ont conduit à un renouveau institutionnel qui a durablement marqué le paysage politique français. Cette république, née dans le feu de la crise, est devenue un modèle de stabilité et de modernité, capable de résister aux bouleversements sociaux, économiques et internationaux. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment ce système a évolué, comment ces institutions fonctionnent aujourd'hui et comment la figure présidentielle introduite par De Gaulle a été incarnée par les différents chefs d'État qui se sont succédés. Nous verrons également comment cette république a su s'adapter aux défis modernes tout en conservant ses principes fondateurs. Ainsi, se termine ce premier aperçu de la naissance de la Ve République, une étape essentielle pour comprendre l'histoire politique française et les bases sur lesquelles reposent les institutions actuelles. Cette fondation historique est la clé pour comprendre l'originalité, la stabilité et la résilience de l'État français moderne. Le fonctionnement des institutions de la Ve République constitue le cœur de la stabilité politique française. Il repose sur un équilibre unique entre le président de la République, le Parlement, le gouvernement et d'autres institutions clés telles que le Conseil constitutionnel. Comprendre ces institutions, leurs interactions et leur rôle est essentiel pour saisir la spécificité de la République française et son efficacité face aux crises politiques. 1. Le président de la République. Au sommet de l'organisation politique se trouve le président de la République. Élu au suffrage universel direct depuis 1962, il incarne l'unité nationale et dispose de pouvoirs étendus. Parmi ses principales prérogatives figurent la nomination du Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, celle des membres du gouvernement, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale pour surmonter une crise politique ou législative, la direction de la politique étrangère et de la défense nationale, notamment en matière de relations internationales et d'engagement militaire, la présidence du Conseil des ministres, où sont discutées les grandes orientations de la politique gouvernementale, le droit de recours au référendum permettant au président de consulter directement les citoyens sur des questions majeures. Cette concentration de pouvoir, combinée à une légitimité renforcée par le suffrage direct, fait du président un acteur central, capable de guider la politique nationale et de stabiliser le régime. Cependant, ces pouvoirs ne sont pas absolus. Ils s'inscrivent dans un cadre constitutionnel et sont soumis à des contre-pouvoirs garantissant un équilibre nécessaire. 2. Le gouvernement. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, est responsable de la mise en œuvre des lois et de la gestion quotidienne de l'État. Il prépare et exécute les décisions politiques, propose des projets de loi et coordonne l'administration. Le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut lui retirer sa confiance via une motion de censure. Cette relation crée un lien dynamique entre l'exécutif et le législatif, assurant à la fois la stabilité et le contrôle démocratique. Le gouvernement est composé de ministres, secrétaires d'État et hauts fonctionnaires, chacun ayant une responsabilité précise dans son domaine. L'organisation interne est flexible. Certains ministères peuvent être fusionnés ou scindés selon les priorités politiques. Cette souplesse permet au gouvernement de s'adapter rapidement aux changements de société et aux crises économiques, sociales ou sanitaires. 3. Le Parlement. Le Parlement français est bicaméral, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Chaque chambre a un rôle spécifique mais complémentaire. L'Assemblée nationale, élue au suffrage direct, représente le peuple. Elle détient le pouvoir législatif principal, examiner, amender et voter les lois.
Elle contrôle également l'action du gouvernement et peut provoquer sa démission via une motion de censure. Cette relation crée un lien dynamique entre l'exécutif et le législatif, assurant à la fois la stabilité et le contrôle démocratique. La composition reflète la diversité politique du pays et son fonctionnement est structuré autour de commissions permanentes spécialisées qui permettent un examen approfondi des textes législatifs. Le Sénat, élu indirectement par des grands électeurs, représente les collectivités territoriales. Son rôle est de garantir la continuité et la stabilité législative, notamment en tempérant certaines décisions de l'Assemblée nationale. Bien qu'au moins puissant en termes de vote final, le Sénat participe activement au débat politique et apporte une expertise précieuse sur les textes législatifs. L'interaction entre ces deux chambres crée un système d'équilibre permettant à la fois une représentation du peuple et une vision institutionnelle à plus long terme. C'est cet équilibre qui rend la législation française stable et adaptée aux besoins du pays. 4. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, composé de membres nommés par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, a pour rôle de garantir la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi par le Président, le Premier ministre ou un groupe de parlementaires. Depuis 2008, il peut également être saisi par les citoyens via la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, ce qui renforce sa légitimité et son rôle de protection des droits fondamentaux. Le Conseil veille à ce que le fonctionnement des institutions reste conforme à la Constitution, protégeant ainsi l'équilibre des pouvoirs et les libertés publiques. Il constitue un contre-pouvoir essentiel face aux excès éventuels de l'exécutif ou du législatif. 5. Les autres institutions. Outre ces piliers, plusieurs institutions jouent un rôle clé. Le Conseil d'État, chargé du contrôle de la légalité des actes administratifs et de conseiller le gouvernement, la Cour des comptes, garantissant la bonne gestion financière de l'État, le Conseil économique, social et environnemental, CSE, qui représente la société civile dans les décisions politiques. Chacune de ces institutions contribue à l'équilibre global du système en veillant à la légalité, à la transparence et à l'efficacité de l'action publique. 6. Les équilibres et interactions. Le véritable génie de la Ve République réside dans l'équilibre dynamique qu'elle établit. Le président dispose de pouvoirs importants, mais ces pouvoirs sont encadrés par des institutions qui assurent contrôle et transparence. Le gouvernement exécute, mais doit convaincre le Parlement. Le Parlement légifère, mais doit collaborer avec l'exécutif. Les institutions de contrôle veillent à la régularité et à la constitutionnalité. Cette architecture permet à la France de concilier efficacité et démocratie, offrant un système capable de prendre des décisions rapides en période de crise, tout en respectant les principes de séparation des pouvoirs et de contrôle citoyen. C'est ce mélange subtil qui fait la force et l'unicité de la Ve République et explique pourquoi elle a su traverser plus de 60 ans d'histoire sans s'effondrer. Le président de la République française, figure centrale de la Ve République, exerce un pouvoir qui lui confère une position unique parmi les institutions politiques. L'étendue de ses prérogatives est le fruit d'une construction historique et constitutionnelle qui a pour objectif d'assurer à la fois stabilité, efficacité et légitimité démocratique. Pour comprendre pleinement la nature de ce pouvoir, il convient de l'analyser sous plusieurs angles: constitutionnel, politique, diplomatique, militaire et symbolique. 1. Le pouvoir constitutionnel. Au cœur de la Constitution de 1958, le président est présenté comme le garant des institutions. Il veille au respect de la Constitution et à la continuité de l'État. Cette fonction lui confère un rôle de supervision et d'arbitrage dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Il peut ainsi intervenir pour résoudre des crises politiques, assurer le bon fonctionnement du gouvernement et garantir la régularité des procédures législatives. L'une des prérogatives les plus visibles du président est la nomination du Premier ministre. Cette nomination n'est pas purement formelle, elle implique un choix stratégique, en fonction de la majorité parlementaire et des objectifs politiques du moment. Le Premier ministre devient le chef du gouvernement, chargé de mettre en œuvre la politique décidée en collaboration avec le président. La Constitution lui donne également la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, un outil puissant qui permet de relancer le processus législatif et de clarifier les majorités en cas de blocage.
Le président possède également le droit de recourir au référendum. Ce mécanisme lui permet de consulter directement les citoyens sur des questions majeures, renforçant ainsi sa légitimité et permettant de trancher des débats politiques parfois complexes. L'usage du référendum a été un outil clé dans plusieurs décisions historiques, donnant au président un rôle direct dans l'expression de la volonté populaire. 2. Le pouvoir politique et gouvernemental. Au-delà des prérogatives formelles, le président exerce un pouvoir politique concret à travers sa capacité à influencer la législation et à orienter la politique nationale. Il préside le Conseil des ministres où sont définies les grandes lignes de l'action gouvernementale. Cette fonction lui permet de coordonner les décisions, de fixer les priorités et d'assurer la cohérence de l'action publique. Le président joue également un rôle déterminant dans la politique intérieure, notamment par sa capacité à dialoguer avec les partis politiques, à arbitrer les conflits et à définir les grandes orientations stratégiques de la nation. Il est souvent à l'initiative des réformes majeures, qu'elles soient économiques, sociales ou institutionnelles. 3. Le pouvoir diplomatique et international. Sur la scène internationale, le président représente la France et défend ses intérêts stratégiques. Il rencontre ses homologues étrangers, participe aux sommets internationaux et négocie des accords bilatéraux ou multilatéraux. Sa position lui confère une autorité particulière, lui permettant d'agir rapidement et de représenter l'État français avec continuité et crédibilité. La politique étrangère du président s'inscrit dans une logique de puissance et de rayonnement. Il peut engager le pays dans des alliances, proposer des initiatives de coopération ou intervenir dans des crises internationales. L'exercice de ce pouvoir nécessite une maîtrise parfaite de la diplomatie, de la stratégie et de la communication politique. 4. Le pouvoir militaire. Le président est le chef des armées et exerce un rôle fondamental dans la sécurité nationale. Il prend les décisions stratégiques en matière de défense, y compris l'usage de la force en cas de conflit. Cette fonction confère une responsabilité immense, puisqu'elle engage non seulement les forces armées, mais aussi la sécurité et l'intégrité du territoire national. Dans l'histoire récente, les présidents français ont utilisé cette prérogative pour mener des interventions militaires à l'étranger, défendre les intérêts français et participer à des missions de maintien de la paix. Le rôle du président comme chef des armées illustre l'importance de sa position et la confiance que lui accorde la Constitution. 5. Le rôle symbolique et moral. Outre les aspects constitutionnels et politiques, le président exerce également un pouvoir symbolique. Il incarne l'unité nationale et représente la continuité de l'État. Lors des trises, des cérémonies officielles ou des événements historiques, il devient le visage de la République, un point de référence pour l'ensemble des citoyens. Cette dimension symbolique est renforcée par la visibilité médiatique du président. Ses discours, ses déplacements et ses décisions sont largement suivis par la population, créant un lien direct entre le chef de l'État et les citoyens. Ce rôle est essentiel pour maintenir la légitimité de la fonction présidentielle et pour renforcer la cohésion nationale. 6. Les limites et contre-pouvoirs. Malgré l'étendue de ses pouvoirs, le président n'est pas omnipotent. Il doit composer avec plusieurs contre-pouvoirs. Le Parlement, qui peut censurer le gouvernement ou bloquer certaines réformes. Le Conseil constitutionnel, qui garantit la conformité des lois à la Constitution et protège les droits fondamentaux. La justice et les institutions administratives, qui contrôlent la régularité des décisions et l'application des lois. Ces mécanismes garantissent un équilibre entre autorité et responsabilité, empêchant l'exercice arbitraire du pouvoir et assurant la démocratie. Le président agit donc dans un cadre encadré, où ses décisions sont à la fois puissantes et contrôlées. 7. L'exercice concret du pouvoir au fil des présidences. L'application concrète de ces pouvoirs varie selon le style et la personnalité de chaque président. Certains ont privilégié un style centralisé et autoritaire, d'autres un style plus collégial et ouvert au dialogue. L'histoire de la Ve République offre ainsi un panorama riche de stratégies présidentielles, illustrant la flexibilité et l'adaptabilité du régime. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont chacun incarné ces pouvoirs à leur manière, laissant une empreinte unique sur la fonction présidentielle et sur l'histoire politique de la France. Bien que le président de la République française dispose de pouvoirs étendus, le système de la Ve République a été conçu pour prévenir l'arbitraire et assurer l'équilibre démocratique. Les limites du pouvoir présidentiel et l'existence de contre-pouvoirs constituent des éléments essentiels pour comprendre la pérennité de ce régime. 1.
Le rôle du Parlement comme contre-pouvoir. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, constitue le premier contre-pouvoir du président. L'Assemblée nationale peut retirer la confiance au gouvernement par une motion de censure, ce qui oblige le président à réagir politiquement. La cohabitation, situation où le président et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques différentes, illustre parfaitement la limitation du pouvoir présidentiel. Dans ce cas, le président doit composer avec un gouvernement qu'il n'a pas choisi et négocier chaque décision législative. Le Parlement contrôle également l'action du gouvernement via des commissions, auditions et rapports officiels, permettant une transparence de l'exécutif et une responsabilité politique devant les représentants du peuple. Cette surveillance constante garantit que le président ne peut agir de manière isolée, sans tenir compte du contexte politique et des forces représentées au Parlement. 2. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un autre élément fondamental limitant le pouvoir présidentiel. Il contrôle la conformité des lois à la Constitution et peut être saisi par le président lui-même, le Premier ministre ou des parlementaires. Depuis 2008, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, les citoyens peuvent contester la constitutionnalité d'une loi, renforçant ainsi le rôle du Conseil en matière de protection des droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel intervient notamment pour vérifier les conditions de légalité des élections présidentielles et législatives, garantissant ainsi la régularité du processus démocratique. Cette fonction constitue un garde-fou essentiel contre l'usage excessif du pouvoir exécutif. 3. Les institutions administratives et judiciaires. Le président n'est pas seul dans l'organisation de l'État. Les cours et tribunaux, ainsi que le Conseil d'État, assurent le contrôle de la légalité des actes administratifs. Ils peuvent annuler ou sanctionner les décisions qui excèdent le cadre légal ou violent les droits des citoyens. Le Conseil des comptes a quant à elle contrôle l'utilisation des fonds publics et peut rendre publiques des irrégularités dans la gestion de l'État. Ainsi, même si le président dispose d'un rôle central dans l'administration, ces institutions veillent à ce que son pouvoir soit exercé dans le cadre de la loi et de la transparence. 4. Les limites politiques et sociales. Outre les institutions, le président doit composer avec les contre-pouvoirs politiques et sociaux. Les partis opposition, les médias, les syndicats et la société civile jouent un rôle de contrôle indirect mais puissant. Ils peuvent influencer l'opinion publique, organiser des manifestations et créer une pression sur le gouvernement et le président pour éviter des décisions unilatérales. Les mouvements sociaux, qu'il s'agisse de manifestations étudiantes, ouvrières ou citoyennes, ont régulièrement marqué l'histoire de la Ve République, obligeant les présidents à négocier, à réformer ou à adapter leur politique. Ces pressions sociales constituent une limite naturelle et essentielle du pouvoir exécutif, garantissant que le président reste attentif aux besoins et aux attentes de la population. 5. La cohabitation, exemple historique. La cohabitation est l'exemple le plus clair de la limitation du pouvoir présidentiel. Dans les périodes où le président et la majorité parlementaire sont de bords politiques opposés, le président doit partager le pouvoir exécutif avec un Premier ministre choisi par l'Assemblée nationale. Les décisions politiques doivent être négociées et l'influence présidentielle est réduite dans certains domaines, notamment la politique intérieure. Historiquement, la France a connu plusieurs cohabitations. 1986-1988, François Mitterrand et Jacques Chirac, 1993-1995, François Mitterrand et Édouard Balladur, 1997-2002, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ces périodes illustrent la capacité de la Constitution à équilibrer les pouvoirs et à éviter l'arbitraire, tout en maintenant la stabilité politique. 6. Les limites temporelles et légales. Le mandat présidentiel est limité dans le temps. Depuis 2000, le président est élu pour 5 ans, quinquennat, et peut effectuer au maximum 2 mandats consécutifs. Cette limitation prévient à la concentration excessive du pouvoir et garantit le renouvellement démocratique. De plus, la Constitution impose des procédures strictes pour les décisions majeures, telles que les réformes constitutionnelles ou les interventions militaires. Le président ne peut agir seul. Certaines décisions nécessitent l'accord du Parlement, des ministres ou des institutions compétentes. 7. Le rôle de la presse et de l'opinion publique. Enfin, la presse et l'opinion publique constituent un contre-pouvoir essentiel. La transparence médiatique et le débat public obligent le président à rendre compte de ses actions et à expliquer ses décisions. Une mauvaise gestion de l'image ou une politique impopulaire peuvent affaiblir considérablement l'influence présidentielle, même dans un régime où les pouvoirs sont étendus. Conclusion, les limites du pouvoir présidentiel dans la Ve République sont multiples et se manifestent à travers les institutions législatives et judiciaires, les contre-pouvoirs sociaux et politiques, les mécanismes constitutionnels et légaux, l'opinion publique et la presse.
Ces freins garantissent que le président exerce ses fonctions dans un cadre équilibré et démocratique, protégeant à la fois la stabilité de l'État et les droits des citoyens. La force de la Ve République réside précisément dans cet équilibre subtil, un exécutif puissant mais encadré, capable d'agir efficacement tout en restant responsable devant la nation. La Ve République n'est pas simplement un régime politique. Elle est le fruit d'une histoire complexe, d'un besoin urgent de stabilité et d'une vision innovante de l'État. Depuis sa création, en 1958, elle a transformé la France, structuré son fonctionnement politique et influencé la manière dont les Français perçoivent la démocratie et le pouvoir. 1. Une république née de la crise. Comme nous l'avons évoqué dans les chapitres précédents, la Ve République est née dans un contexte de crise profonde. La guerre d'Algérie, l'instabilité chronique des gouvernements de la IVe République et les tensions sociales ont créé un besoin urgent de réforme. Charles de Gaulle, en proposant un exécutif fort et un système institutionnel équilibré, a su répondre à ce besoin, créant une république capable de durer là où d'autres avaient échoué. Cette naissance dans la tourmente a façonné la nature même du régime. Il devait être capable de gérer les crises rapidement, tout en restant démocratique. Cette capacité à transformer une période de fragilité en opportunité constitue l'une des clés de la longévité et du succès de la Ve République. 2. Un équilibre unique entre pouvoir et contre-pouvoir. La spécificité de la Ve République réside dans son équilibre subtil entre pouvoir et contre-pouvoir. Le président dispose de prérogatives étendues, garantissant une efficacité décisionnelle. Mais il doit composer avec le Parlement qui légifère et peut censurer le gouvernement, le Conseil constitutionnel, gardien de la légalité et des droits fondamentaux, les institutions administratives et judiciaires, la presse, les partis d'opposition et la société civile. Cet équilibre permet à la France de concilier efficacité, stabilité et respect des principes démocratiques. La concentration du pouvoir exécutif est tempérée par des mécanismes de contrôle, assurant que les décisions présidentielles restent responsables et légitimes. 3. L'évolution du rôle présidentiel. Au fil des décennies, la fonction présidentielle a évolué en fonction des personnalités et du contexte politique. Chaque président a laissé une empreinte unique, modulant le pouvoir selon sa vision et ses priorités. De Gaulle a posé les fondations et renforcé l'autorité présidentielle. Pompidou et Giscard ont modernisé certaines pratiques et réformes institutionnelles. Mitterrand a expérimenté la cohabitation, testant les limites du pouvoir présidentiel. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont adapté le rôle à la mondialisation, aux médias modernes et aux attentes citoyennes. Cette évolution montre la flexibilité de la Ve République, capable de s'adapter aux changements sociaux, économiques et technologiques, tout en conservant ses principes fondateurs. 4. L'héritage institutionnel et politique. L'héritage de la Ve République est double, institutionnel et politique. Sur le plan institutionnel, elle a établi un cadre stable qui a résisté à plus de 60 ans de bouleversements politiques, de crises sociales et d'évolutions économiques. La Constitution de 1958, amendée et adaptée, reste le socle du fonctionnement de l'État français, démontrant sa robustesse et sa capacité à perdurer. Sur le plan politique, la République a renforcé la légitimité de l'exécutif tout en créant des mécanismes de contrôle efficaces. Les présidents élus directement par le peuple disposent d'une autorité incontestable, mais ils doivent composer avec les institutions et les citoyens. Cet équilibre a permis de prévenir l'arbitraire et de garantir la stabilité démocratique, même dans des périodes de tensions intenses. 5. L'influence sur la société et l'histoire. La Ve République a également façonné la société française. Elle a contribué à structurer la vie politique, à stabiliser les institutions et à créer une continuité dans l'État. La visibilité et l'autorité du président ont créé un point de référence pour les citoyens, renforçant l'unité nationale et la cohésion sociale. Par ailleurs, le régime a influencé la manière dont les Français perçoivent la démocratie, le rôle des institutions et la responsabilité politique. Les débats publics, les élections présidentielles et législatives, ainsi que les consultations citoyennes, montrent l'importance du lien direct entre le peuple et le pouvoir exécutif. 6. Les défis contemporains.
Malgré sa robustesse, la Ve République doit relever de nouveaux défis, la globalisation et les enjeux internationaux qui complexifient la politique étrangère et économique, les transformations sociales et culturelles qui exigent des réformes et une adaptation constante, la montée des mouvements citoyens et la diversification des opinions politiques qui obligent le président et le gouvernement à être plus transparents et réactifs. Ces défis montrent que le succès de la République ne repose pas uniquement sur sa constitution, mais sur sa capacité à évoluer et à s'adapter aux réalités contemporaines. 7. Conclusion. Un modèle durable et adaptable. En conclusion, la Ve République est un modèle unique de stabilité et de flexibilité. Née d'une crise, elle a su créer un équilibre entre un exécutif puissant et des contre-pouvoirs efficaces garantissant à la fois l'efficacité politique et la légitimité démocratique. Son succès repose sur sa capacité à s'adapter aux changements à travers les réformes constitutionnelles, les ajustements institutionnels et l'évolution des pratiques présidentielles. Cet héritage, tant institutionnel que politique, reste un exemple de durabilité et d'ingéniosité constitutionnelle. Il montre que la force d'un régime ne réside pas seulement dans la concentration du pouvoir, mais dans la capacité à créer des mécanismes de contrôle, à anticiper les crises et à répondre aux besoins de la société. La Ve République continue donc de façonner la France contemporaine. Elle offre aux citoyens un cadre stable pour la vie politique tout en garantissant l'expression démocratique et la responsabilité des dirigeants. C'est cet équilibre subtil, cette combinaison de tradition et d'adaptabilité qui fait de la Ve République un modèle d'étude et une référence incontournable dans l'histoire politique mondiale.